Bonjour et bienvenue. Je suis Vicky Koo, directrice des communications au Réseau Action Climat Canada. Merci beaucoup de nous rejoindre pour notre briefing sur la COP28, la conférence climatique des Nations Unies qui débutera à Dubaï jeudi prochain. Juste quelques petites notes administratives avant de commencer. La session s'est enregistrée et je vais le mettre en ligne sur notre YouTube pour ceux qui ne peuvent pas être ici. Et si vous voulez recevoir le lien, veuillez veuillez de me le faire savoir et je vous l'enverrai. Nous avons avec nous aujourd'hui des merveilleux panélistes. Bien sûr, Caroline Proyette, directrice générale du Réseau Action Climat Canada, Anne-Céline Guillon, analyste climat-énergie à Nature Québec, Patrick Bonin, responsable de la campagne climat-énergie à Greenpeace, et ma collègue Léla Cantal, responsable pour le Québec au Réseau Action Climat. Chacun d'entre elles prendra environ 5 minutes pour aborder des éléments différents sur ce qu'il faut surveiller à ce COP, ainsi que sur la scène nationale pour le Québec et le Canada. Et ensuite, nous entamerons une période de questions-réponses. Alors, je passerai maintenant la parole à Caroline pour nous donner un peu de contexte sur la COP28 et les priorités du Réseau Action Climat à Dubaï. Merci. Merci beaucoup, Vicky. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous accueillir à ce brefage en français pour la COP28, particulièrement en tant que première DG francophone de l'histoire du réseau. Je pense que c'est la première fois aussi qu'on fait ça avant la COP. Très heureuse de me joindre à vous ce matin de terre non cédée Ganyangeraga. Et donc, à quelques jours du début de la COP28, on est à l'heure des comptes. Les rapports qui font état des écarts entre nos objectifs climatiques en matière d'atténuation, d'adaptation, d'utilisation des terres, de production de fossiles et j'en passe, ces rapports s'accumulent. En tant qu'activiste climatique, ça devient de plus en plus difficile de trouver les mots ou de trouver quelque chose de nouveau à dire quant au gouffre grandissant qui nous sépare des objectifs de l'accord de Paris. C'est pourquoi, à la COP28, le monde entier, et en particulier les pays riches et les grands producteurs de fossiles, comme le Canada, doivent mettre fin à ce cycle d'échecs de mise en œuvre des promesses climatiques. À Dubaï aura lieu le premier bilan mondial sous l'accord de Paris. Ce bilan doit nous permettre d'aller au-delà de ces constats et d'envoyer des signaux politiques clairs sur la façon dont les pays modifieront la trajectoire de leur inaction pour combler les écarts. Ça veut dire concrètement, d'abord, pour maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 1,5 degrés Celsius, on le sait, on doit absolument et une fois pour toutes nous attaquer à l'éléphant dans la pièce des politiques climatiques, c'est-à-dire l'expansion continue de la pollution et de la production des énergies fossiles. Dubaï, ça sera un moment de vérité sur cette question avec un momentum sans précédent pour un accord sur l'élimination des énergies fossiles. Le ministre Guilbeault est parmi les nombreux chefs de délégation qui soutiennent l'inclusion de la transition hors des énergies fossiles dans la déclaration de la COP. Cette position diplomatique doit toutefois s'appuyer sur davantage que des mots. Il est donc essentiel que son gouvernement présente avant la COP un cadre sur le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier, qui inclut une cible ambitieuse. Le Canada a un choix, il peut se présenter à une COP centrée sur cette transition énergétique avec un cadre robuste et ambitieux sur les émissions du secteur du pétrole et du gaz, un cadre qui serait visionnaire pour un grand exportateur, ou il peut choisir d'encore plier devant l'industrie fossile qui demande des délais et des échappatoires. Et pour le réseau Action Climat Canada, cette élimination des énergies fossiles doit absolument s'accompagner d'une transition juste pour les travailleurs et travailleuses et leurs communautés. Ce sont les leaders sur cette question de la transition juste et ils doivent donc absolument avoir une place à la table. Ensuite, alors que les impacts climatiques s'intensifient au Canada et partout dans le monde, on doit se commettre à préparer et à protéger les gens et les communautés. Ça veut dire adopter un cadre sur l'objectif mondial d'adaptation avec des objectifs d'action et de soutien qui apportent une orientation et comblent le fossé grandissant en matière d'adaptation.
De plus, on se rappelle la décision historique à la COP 27 sur la création d'un fonds sur les pertes et dommages. Il faut maintenant opérationnaliser et capitaliser ce fonds. Le Canada doit être parmi les premiers à mettre de l'argent sur la table pour commencer le remplissage du fonds. Ça enverrait un signal important en matière de confiance envers les pays du Sud, qui sont les principaux récipiendaires de ce fonds et qui font face à des impacts disproportionnés de la crise climatique. Finalement, et de façon très importante, alors que les pays du Sud font face à des crises convergentes du climat et de la dette, l'urgence se fait ressentir en termes de besoins pour les fonds publics, mais également parce que ce financement, c'est une composante essentielle pour faire fonctionner l'architecture de l'accord de Paris. On ne peut plus continuer de demander aux pays les plus vulnérables de choisir entre leur système de santé, le repaiement de leurs dettes ou l'éducation des futures générations, en plus de la réponse à la pauvreté énergétique et la nécessaire transition. Certains seront rapides à demander qui va payer pour ça. La réponse, c'est que les fonds existent, mais ils sont mal distribués. Les compagnies pétrolières et gazières continuent à s'enrichir en brûlant littéralement notre pays et la planète. Dans la dernière année, en 2022, les pétrolières et gazières canadiennes ont fait 63 milliards de profits. Ça, c'est pendant 1 an. Le financement climatique du Canada pendant ce temps-là a augmenté, mais à bien des égards, il reste insuffisant, tant en termes de quantité que de qualité. À la COP 28, le Canada doit non seulement envoyer un signal clair sur la réalisation de l'objectif de financement de 100 milliards de dollars, mais également compenser les déficits antérieurs et nous amener vers la mobilisation des trilliards nécessaires pour faire face à l'ampleur de la crise et des besoins qu'elle soulève. Une transformation de nos mécanismes nationaux et internationaux d'un point de vue financier va être donc essentiel au succès climatique. L'argent est là. Maintenant, les politiciens doivent avoir le courage d'aller le chercher. Finalement, je tiens à mentionner le contexte dans lequel la COP va se situer en vertu de la région où elle sera. Au milieu de l'escalade de la violence au Moyen-Orient, on appelle à la solidarité internationale et à une réponse urgente des dirigeants du monde qui reflète la gravité des crises interconnectées auxquelles nous sommes confrontés. Ces crises géopolitiques nécessitent des solutions mondiales qui corrigent les injustices historiques et mettent en place un système international plus juste. Je rappelle que le réseau Action Climat appelle à un cessez-le-feu immédiat qui garantit les droits humains et la justice en Palestine et en Israël. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Je passerai maintenant la parole à Anne-Céline qui nous parlera un peu des enjeux de la nature et la biodiversité. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation à prendre la parole dans ce briefing média. Merci au CANRAC d'avoir organisé ce premier briefing en français d'ailleurs. Bravo pour l'initiative. Donc moi, je vais vous parler un peu d'enjeux qu'on a peut-être moins l'habitude d'entendre parler dans les COP climat, mais qui est pourtant essentiel, qui est l'enjeu effectivement de protection de la biodiversité. Vous le savez, le Québec et le Canada ont accueilli la COP 15 l'année dernière à Montréal et on en est sorti avec un accord, l'accord Kunming-Montréal, qui nous donne des objectifs pour répondre à l'autre grande crise environnementale qui est celle de la biodiversité. Or, plus que jamais, on le sait, les deux crises, la crise climatique et la crise de biodiversité, sont interreliées et donc appellent aussi à des réponses interreliées. C'est pour ça que Nature Québec a décidé cette année d'aller à la COP 28 pour faire suite aussi au travail que nous avions fait à la COP 15 et de particulièrement suivre justement ce lien entre biodiversité et climat dans le cadre de cette COP-ci. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Écoutez, c'est sûr que les enjeux nature sont une des 4 grandes priorités identifiées par la présidence de cette COP 28, justement suite à la COP 15 et à l'accord Kunming-Montréal, ce qui est déjà quand même un pas dans la bonne direction, j'ai envie de dire. Il est certain aussi que on sait que la nature est une puissante alliée, évidemment, dans la mitigation au changement climatique, mais aussi dans l'adaptation. Et on sait que l'adaptation va être un des grands enjeux de cette COP-là également, notamment son financement.
Quand on dit qu'il faut lier les accords, qu'il faut lier en fait les deux crises, nous, ce qu'on va regarder et essayer aussi d'avoir des discussions en ce sens-là avec des alliés sur place, c'est justement comment, au-delà des discours, j'ai envie de vous dire, parce que ça fait déjà 2-3 COP climat où on parle de la nécessité de lier crise climatique et crise de la biodiversité, c'est qu'au-delà des discours, c'est concrètement comment on fait ça. Et donc, on va on va regarder notamment si on est capable d'obtenir, en tout cas, soit de nommer le fait qu'il faut lier les objectifs de Kunming-Montréal à ceux de l'accord de Paris, ou en tout cas s'approcher d'une formulation en ce sens dans le fameux cover decision de la fin de la COP, donc l'accord 4 qui doit en sortir. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément, mais quand on dit que justement, concrètement, ça veut dire quoi? Qu'il faut dépasser les discours. On peut regarder différents sujets dans lesquels justement on peut prendre en compte la nature dans les négociations. Notamment quand on parle de subventions, d'arrêt de subventions évidemment aux énergies fossiles, mais j'ai envie de vous dire de façon plus large, dans l'accord Kunming-Montréal, on s'est entendu sur le fait d'arrêter les subventions nuisibles directes et indirectes à l'environnement, aux écosystèmes. Mais comment on lit ça concrètement aussi dans le cadre d'une COP climat, notamment peut-être en intégrant des indicateurs biodiversité également, et pas juste des indicateurs climatiques pour guider les nouveaux investissements. Ça va être aussi de voir est-ce qu'il va y avoir un financement accru des approches fondées sur les écosystèmes, notamment ce qu'on appelle aussi les solutions nature pour le climat. On peut penser, par exemple, justement, quand on dit qu'il faut doubler le fonds d'adaptation, est-ce qu'on peut y associer également des éléments sur particulièrement mettre l'accent sur de l'argent donné à l'implantation d'approches fondées sur les écosystèmes. Or, on sait que dans cette COP-ci, en plus particulièrement, on va, même si on a fait de la nature un des grands enjeux de la COP, c'est quand même une COP qu'on anticipe très tournée vers les technologies, une approche très technocentrique de réponse à la crise climatique. Or, nous, ce qu'on dit, c'est que attention avec cette approche-là, parce qu'il faudrait vraiment faire attention à ce que les réponses à la crise climatique ne viennent pas accentuer la crise de la biodiversité. C'est pour ça aussi qu'on va regarder si, par exemple, oui, une des revendications de cette COP-ci de la société civile, c'est de tripler les investissements dans les énergies renouvelables. Attention à ce que ça s'accompagne d'indicateurs qui vont permettre vraiment de venir investir dans des projets avec les plus hauts standards de protection des écosystèmes et aussi de respect des communautés autochtones et des communautés locales, pour être sûr aussi également que les projets de développement des énergies renouvelables ne viennent pas en concurrence avec l'atteinte de l'objectif de 30% de protection des territoires d'ici 2030, et aussi de restauration, parce qu'on a tendance à toujours parler de la protection, mais on oublie un peu trop souvent qu'on s'est donné aussi un objectif de restauration de 30% des territoires d'ici 2030. Donc, on le voit notamment dans un domaine comme celui des mines au Canada et au Québec, où on voit que la manière dont notamment sont attribués les claims présentement peut venir en concurrence avec nos objectifs de protection des territoires. Donc, c'est ça qu'on va aussi amener là-bas. S'assurer aussi, évidemment, que les plans biodiversité qui doivent être développés par les différents pays suite justement à l'accord Kunming-Montréal, soient en concordance avec les plans climat également, et que ce travail-là ne soit pas fait en silo. Le Canada a commencé à travailler sur sa stratégie biodiversité, donc c'est s'assurer que cette stratégie-là corresponde à ça, mais c'est aussi au niveau Québec, là, son plan nature, c'est s'assurer que le plan nature soit concordant avec le plan pour une économie verte.
Voilà, je m'arrêterai ici en ce qui me concerne. Merci beaucoup et je laisse la parole, je pense, maintenant, c'est Patrick. Merci, Anne-Céline. Juste préciser, j'ai ma collègue également, Salomé Sanlé, qui est l'autre porte-parole sur les enjeux autour de la COP, là, qui est également présente. Donc, lors de la période de questions au besoin, elle sera également disponible. Évidemment, quand on parle d'une conférence internationale des Nations Unies, on pense rapidement au Canada. Dans un contexte québécois, par contre, il faut se rappeler que le gouvernement du Québec, le Québec, a un rôle important en tant qu'État infranational et doit en ce sens assumer du leadership. Donc, il faut regarder ce bilan-là comme étant, oui, pour les pays, mais également pour les nations comme le Québec, où on a une réalité qu'on a un bilan actuellement présenté par le gouvernement qui est loin d'être reluisant, et ce, à plusieurs égards. La première chose, évidemment, c'est la fameuse atteinte de la cible du gouvernement du Québec, où on a en place un gouvernement qui risque de se présenter comme un grand leader. Il le fait déjà, il se dit grand leader en Amérique du Nord, mais quand on regarde dans les faits, le gouvernement du Québec n'a pas révisé sa cible de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour 2030 depuis 2015. Et ça, c'est très problématique parce que cette cible, évidemment, elle ne correspond en rien à ce que la science exige en termes de réduction d'émissions dans la foulée, entre autres, du rapport du GIEC qu'on a eu cette année, des recommandations de l'Agence internationale de l'énergie. Donc, une cible déficiente qui est loin d'être à la hauteur de ce que doit faire le Québec en termes de juste part. Et à ce sujet, ma collègue Leila élaborera davantage sur la fameuse juste part du Québec qu'on évalue comme organisation. Maintenant, quand on regarde le plan du gouvernement du Québec, après 5 ans au pouvoir, son plan de lutte climatique, il dit qu'il atteindrait 60% de cette cible. Premièrement, on doute grandement que ce 60% soit atteint avec les mesures actuellement en place, parce que clairement, il y a plusieurs de ces mesures-là qui sont déficientes et la plupart des scientifiques et des experts vont dire la même chose. Le Québec n'est même pas en voie d'atteindre ce 60% d'une cible qui elle-même est insuffisante. Donc, pour le bilan, évidemment, on ne veut pas avoir un gouvernement du Québec qui arrive encore une fois avec des grandes bravades vertes, mais qui arrive plutôt avec des engagements concrets et des mesures supplémentaires pour réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre, pour améliorer le bilan du Québec, qui est, encore une fois, loin d'être reluisant. Le Québec peut aussi, au-delà des actions sur le terrain et de la démonstration qui reste à faire, qu'il pourrait être un leader climatique, eh bien, il doit aussi s'insérer dans la dynamique internationale où un des grands enjeux cette année, c'est évidemment la sortie des énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon, à laquelle doivent s'engager l'ensemble des États. Donc, c'est un enjeu majeur. On ne peut plus avoir de développement pétrolier, gazier et charbonnier. Il faut avoir une sortie rapide de ces énergies fossiles-là. Donc, c'est un enjeu sur lequel le Québec peut intervenir et doit intervenir. Et l'autre enjeu aussi qui nous préoccupe, évidemment, c'est toute la question du financement et l'obligation de faire payer les pollueurs pour les impacts dévastateurs des changements climatiques dont ils sont responsables, au premier chef, évidemment, les entreprises pétrolières, gazières et charbonnières, dans un contexte où près de 90% de la pollution au CO2 provient des énergies fossiles. Le Québec a une particularité, il a signé, il est membre de l'Alliance Beyond Oil and Gas Alliance, donc l'alliance au-delà du pétrole et du gaz. Et là, en ce sens, il était précurseur, en effet, mais il ne peut pas se contenter d'avoir signé cette entente-là sans aller plus loin. Ma collègue Leila élaborera, mais je voudrais souligner l'importance que le Québec non seulement s'implique pour embarquer d'autres États, nations, provinces pour qu'ils joignent le BOGA, mais également pour s'assurer que, par exemple, ils soient exemplaires parce que BOGA demande également que les gouvernements interviennent, entre autres, auprès des institutions financières, qu'ils embarquent ces institutions financières. Et on a au Québec la Caisse de dépôt et placement qui continue à financer les entreprises gazières, entre autres, dans l'exploitation, mais aussi dans le transport du gaz et vont même jusqu'à financer Énergir, qui est la grande gazière québécoise, qui poursuit une municipalité qui voulait en faire davantage dans la lutte climatique. Donc, c'est clairement problématique et on verra si le gouvernement du Québec fait quelque chose pendant la COP. On espérait qu'il arrive avec un règlement solide, entre autres, au niveau de l'interdiction du gaz dans les bâtiments, mais pour l'instant, c'est silence radio, suite, entre autres, à la poursuite d'Énergir contre Prévost, la municipalité de Prévost. Et ça, évidemment, ça nous inquiète en termes de cohérence de la part du gouvernement.
BOGA, ça veut dire aussi l'Alliance pour sortir du pétrole et du gaz. Ça veut dire également de s'assurer que le Québec est actif au sein du Canada quand vous savez que le Canada a des enjeux actuellement où il vise une expansion de la production de pétrole et de gaz, où il n'y a pas de plafond d'émissions et de plan pour réduire les émissions et de contraintes dans le secteur pétrolier et gazier au niveau du Canada. Et c'est certain que le Québec ne peut pas rester silencieux. Lui, il a fait ses devoirs à certains égards, mais maintenant, il faut s'assurer qu'on a une cohérence au niveau canadien et non seulement il doit embarquer des provinces dans cette vision-là, mais il doit également envoyer un message très clair au niveau du gouvernement fédéral que le principal secteur d'émissions de gaz à effet de serre au pays, le secteur pétrolier et gazier, de la production pétrolière et gazière, doit également être contraint. Et s'il n'est pas contraint, il faut comprendre que cela aura des impacts majeurs pour le Québec parce que si on a le principal secteur d'émissions au pays qui n'a pas de plafond d'émissions, qui n'a pas de cible ambitieuse de réduction de ses émissions, eh bien, ce sont les autres secteurs qui devront compenser, comme par exemple le transport, les bâtiments, les industries, le secteur manufacturier du Québec, avec des impacts majeurs, évidemment, pour ces secteurs-là, s'ils se voient contraints d'avoir des efforts supplémentaires à produire en raison du laxisme du gouvernement fédéral envers le gouvernement, envers les pétrolières et les gazières. Donc, non seulement d'appuyer ce plafond, le plafonnement et la réduction des émissions dans le secteur pétrolier et gazier, mais aussi prendre conscience que les Québécois et Québécoises sont les plus favorables à cette mise en place d'un plafond d'émissions à travers tout le pays. Et l'autre enjeu, évidemment, on l'a mentionné, c'est la réalité que les pétrolières et les gazières actuellement accumulent des profits records, des profits qui vont directement dans leur poche, alors que ce sont les populations qui subissent les impacts de l'utilisation et de la production des énergies fossiles. Et pour nous, il est très clair qu'il faut envisager une surtaxe, entre autres sur les surprofits des pollueurs pour faire en sorte qu'ils paient pour le coût de la pollution qui est générée, pour les impacts climatiques catastrophiques qu'on voit un petit peu partout sur la planète. Et on a besoin de ce financement-là, entre autres, pour nourrir le fonds au niveau des pertes et dommages qui doit être alimenté et opérationnalisé cette année. Et il faut commencer par le principe de base qui est le principe de pollueur-payeur, donc de faire payer les pollueurs. Et même le directeur parlementaire du budget à Ottawa parlait de près de 4 milliards de dollars qui peuvent être générés annuellement pour, si on met en place une surtaxe justement sur les profits des pollueurs. Et au-delà de l'idée de faire payer les pollueurs, il faut évidemment arrêter de les financer, que ce soit les subventions au niveau du gouvernement fédéral qui existe encore actuellement, pour lesquels, évidemment, les Québécois contribuent, tout ce qui est financement à travers Exportation au Développement Canada, tout ce qui est le financement pour la séquestration, capture du carbone, qui a été qualifié de fantaisie, d'ailleurs, par l'Agence internationale de l'énergie pas plus tard qu'hier. Donc, de cesser de financer le problème, c'est majeur. Le Québec doit, dans ce sens, pousser le Canada, évidemment. Pour être exemplaire, le Québec, et pour dire aux autres quoi faire, évidemment, il faut que lui-même arrête de financer tout ce qui est activité polluante ou les grandes industries, les grands pollueurs. Et là, le gouvernement pourrait être nominé ou le Québec pourrait être nominé pour un prix potentiellement pour son système de plafonnement et d'échange d'émissions à la COP, donc le marché du carbone. Et s'il est nominé, il faudra garder en tête que ce système-là est loin d'être performant et d'être optimal, en ce sens qu'il y a presque 100% de droits de polluer gratuits qui sont octroyés aux grands pollueurs et qu'il y a énormément de crédits d'émissions, de compensation. Donc, il y a une réforme qui doit être faite de ce système-là et il faut rester critique de tout prix que pourrait recevoir ou nomination que pourrait recevoir le gouvernement du Québec qui table actuellement à réformer ce système-là. Et il ne faut pas que la réforme, ce soit une réformette. On attend une réforme en hiver 2024 de ce système-là, marché du carbone. Le Québec doit être exemplaire. Il consulte déjà là-dessus. Donc, on s'attend à ce qu'on ait des messages clairs sur une volonté de renforcer ce système-là. Pour la suite, je pense que le Québec peut également et doit contribuer au niveau de la finance climatique, que ce soit pour l'adaptation, il le fait déjà, mais il doit aller beaucoup plus loin que les 10 millions qui ont été annoncés et qui n'ont pas augmenté au cours des années. Et maintenant, il y a toute la question les pertes et dommages pour lesquels le gouvernement doit également contribuer, faire office de leader au niveau international. Donc, on s'attend à ce qu'il remplisse ce rôle-là. Mais évidemment, il faut mettre ça
en contraste avec la réalité aussi où il y a des besoins d'adaptation au Québec. Le gouvernement n'a pas de stratégie d'adaptation au Québec et ne finance pas les municipalités à l'auteur de ce dont elles ont besoin pour s'adapter au changement climatique. C'est 2 milliards de dollars par année. Donc, ça prend des gestes évidemment au niveau domestique, au niveau local, au niveau de l'adaptation, une stratégie et du financement pour être cohérent avec les efforts internationaux et une aide supplémentaire qu'on espère voir du Québec pour, entre autres, les pays les plus vulnérables. Voilà, je laisserai ma collègue Leila. Merci beaucoup, Patrick. Bonjour, très contente d'être là avec vous. Mon nom est Leila Cantave et je suis la responsable pour le Québec du Réseau Action Climat. Avant de commencer, en fait, j'aimerais aussi reconnaître que je suis présentement sur le territoire non cédé Kanien'kehá:ka. Il y a déjà beaucoup d'informations qui ont été partagées et je pense qu'on a quand même une bonne compréhension des différents enjeux auxquels le Québec fait face. Mais avec la présence justement du ministre de l'Environnement, Benoît Charette, puis du ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui seront à la COP justement pendant quelques jours, je pense que c'est quand même important de contextualiser leur participation et de comprendre en fait qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le gouvernement du Québec à la COP 28. Dans sa dernière communication justement aux participants, la présidence de la COP a pris le temps de mentionner aux participants et de demander aux participants, et je cite, « Soyez prêts à contribuer, soyez prêts à collaborer, soyez prêts à fournir des résultats et soyez prêts pour le moment où les ambitions deviendront des actions et les promesses deviendront du progrès. » Et bien sûr, on sait aussi que l'atteinte de l'objectif de la Convention puis des objectifs à long terme de l'accord de Paris nécessite dans le fond une collaboration des pays signataires, mais aussi des acteurs non étatiques, comme Patrick l'a mentionné. Et c'est d'ailleurs sur ce même principe que le secrétaire général des Nations unies a invité les régions et les villes à participer au sommet de l'ambition climatique à New York qui a eu lieu justement en septembre dernier. Et le Québec avait reçu une invitation justement, puis vous vous en souviendrez parce que le premier ministre est quand même assez fier d'être présent. Alors, dans le contexte de la COP et par sa présence justement à la COP 28 et dans un contexte de solidarité internationale, il faut que le Québec justement se pose ces questions, c'est-à-dire comment il est prêt à collaborer, comment il est prêt à contribuer, puis comment il est prêt justement à fournir des résultats qui vont aider au progrès puis qui va garantir justement notre objectif commun. Si on regarde les deux derniers, c'est-à-dire la contribution et l'atteinte des résultats, on peut résumer ça quand même simplement, c'est-à-dire qu'il faut que le Québec fasse sa juste part. Et Patrick l'a mentionné un peu plus tôt, l'étude qu'on a fait en fait, c'est en 2021. On a sorti une étude qui regardait justement la juste part du Québec dans l'effort mondial pour faire face au changement climatique. Et cette juste part a été déterminée en utilisant des principes éthiques acceptés par les pays qui ont signé la CNUC, la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Et parmi ces principes, on retrouve justement l'équité, on retrouve la responsabilité historique, la capacité de payer, la capacité technique et la viabilité environnementale. Alors, pour justement l'atteinte des résultats, comme ça a été mentionné plus tôt, sous le principe de la juste part, il faut que le Québec revise sa cible pour justement vraiment participer à l'effort mondial d'atténuation. Dans l'étude de la juste part, on a établi que le Québec devrait augmenter sa cible domestique à au moins 65% sous les niveaux de 1990 d'ici 2030. Et dans le contexte du bilan mondial que Patrick a mentionné et aussi Caroline a mentionné plus tôt, dans le contexte du bilan mondial, renforcer le principe des responsabilités communes, mais différenciées, ça va être vraiment important. Puis parmi les attentes justement de ce bilan mondial, il faut émettre un signal clair que la coopération est importante, mais aussi qu'en toute transparence, il faut reconnaître les lacunes qui ralentissent justement l'atteinte des objectifs de l'effort mondial. Mais reconnaître, pas juste pour reconnaître, mais par la suite pouvoir s'engager à adresser justement ces manques. Et je pense qu'on peut juste en conclure justement qu'il est temps que le gouvernement du Québec fasse cette remise en question et que reconnaisse justement qu'avec son objectif de 37,5 en décade de 1990 pour 2030, qui, comme Patrick l'a mentionné, n'a pas été revisé depuis plusieurs années, 5 ans, le Québec doit justement ne pourra pas faire ça justement. Il doit reviser cette cible domestique à au moins 65%.
Quand on parle de comment le Québec peut contribuer, on a mentionné contribuer basé justement sur les principes éthiques acceptés par les pays de la CNUC. On a parlé de contribution financière. Patrick a parlé d'adaptation, plus de contributions au fonds d'adaptation, mais le Québec doit aussi contribuer au fonds pour les pertes et préjudices. On sait que le gouvernement a clairement dit soutenir la mise en œuvre de ce fonds. OK, d'accord. Mais ce support doit avant tout être démontré avec une contribution financière, puis même s'il s'agit d'un montant qui serait symbolique, comme l'a fait par exemple l'Écosse à la COP28, à la COP26, et aussi à la COP27. Et ces contributions, justement, des acteurs infranationaux, c'est vraiment important parce que ça met un coup de pression qui est important et démontre vraiment un réel support à l'opérationnalisation du fonds. Mais en plus de ça, ça démontre son importance, ça démontre le sens de la coopération, le sens, l'importance de la solidarité et du principe d'équité, qui a été mentionné plus tôt. Et pour finir, lorsqu'on regarde comment le Québec est prêt à collaborer, je pense que Patrick a vraiment était droit dans le mille quand il a parlé de BOGA. Je pense que le Québec peut assumer plus ambitieusement son rôle diplomatique et dans sa participation dans BOGA et remplir justement l'un des grands objectifs de cette alliance qui est d'inciter les acteurs clés à joindre l'initiative et repousser dans le fond tout discours visant à positionner les énergies fossiles, principalement le gaz et autres, comme étant des solutions à la crise énergétique. Et dans le contexte de la COP28, où les énergies fossiles, vous le savez, là, c'est un des enjeux clés, puis le greenwashing et tout ça, c'est au cœur de la COP cette année. Le Québec doit profiter justement de sa présence à Dubaï pour rapidement entamer cette stratégie diplomatique à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle domestique, sachant qu'on va retrouver plusieurs provinces canadiennes qui seront sur place, par exemple la Saskatchewan et autres qui ont publiquement mentionné leur participation. Fait que la promotion de BOGA auprès des autres gouvernements canadiens n'est pas juste est juste un exemple du rôle que Québec pourrait jouer en matière d'action climatique. C'est sûr que les sondages montre que les Canadiens et les Canadiennes souhaitent une plus grande action climatique mais par contre, on le voit, certains politiciens provinciaux conservateurs mettent frein à ça et essaient de diluer justement d'importantes politiques fédérales au profit de l'industrie pétrolière et gazière. Puis Patrick a explicitement mentionné, par exemple, le plafonnement des émissions. Et le Québec pourrait justement faire contrepoids, il doit faire contrepoids justement à ces tentatives et se faire champion pour pousser pour un niveau d'ambition plus élevé. Merci. Merci beaucoup, Leila, et merci beaucoup à tous les panélistes. On entre maintenant dans la période de questions. Alors, j'invite les journalistes ici d'ouvrir le son, la caméra et poser toutes vos questions. Vous pouvez aussi les mettre dans le chat si c'est plus facile. Oui, allez-y, Valérie. Oui, bonjour, m'entendez-vous? Oui, Génial, ça marche. merci d'abord. Merci à vous de prendre le temps de nous guider à travers tout ça. Ma question, c'est que je vois qu'on va beaucoup parler, il va y avoir au cœur des débats cette question sur les unabated fossil fuels. Donc, si vous pouviez nous aider à mieux comprendre de quoi il en retourne. Moi, j'en comprends que vos attentes, c'est que vous souhaitez une sortie, qu'on se positionne pour une sortie totale des énergies fossiles pour éviter le piège là, de trop miser sur les technologies de captage et de stockage de carbone. Donc, qu'est-ce que ça pourrait représenter comme loophole si on n'a pas une définition suffisamment claire et forte? Puis, où se situe aussi le Canada? Sa position a évolué là, depuis la COP27. Merci beaucoup pour la question. Je pense que Caroline, tu as levé ta main pour commenter et répondre. Oui, merci Vicky. Je vais te laisser allouer les questions. Oui, bien, en fait, on sait que la position du Canada, c'est... en fait, je fais appel aux gens ici, si vous avez une traduction robuste de unabated. Donc oui, la position du Canada, c'est une élimination des énergies fossiles unabated. On sait que c'est une position que maintient d'autres pays, notamment les Émirats arabes unis et le président de la COP.
Donc, d'abord, de notre côté, du côté de la société civile, c'est essentiel que l'élimination des énergies fossiles se fasse de façon équitable, se fasse de façon complète, c'est-à-dire qu'elle inclut pétrole, gaz, charbon, se fasse de façon financée, parce qu'on sait que la transition énergétique a un coût disproportionné, particulièrement pour les pays du Sud, et qu'elle soit rapide. En anglais, c'est les 4 F, Fair, Full, Fast, Funded. Et donc, vous remarquerez dans ces 4 F qu'on ne retrouve pas de unabated. Donc, c'est la position de la société civile. Maintenant, quand je regarde des définitions de unabated, je remarque que le High Ambition Coalition, une coalition dont fait partie le Canada, a émis plusieurs positionnements depuis cet été qui inclut une définition très robuste basée sur les rapports du GIEC de abatement. De façon très surprenante, le Canada, qui est pourtant membre de cette coalition, n'a pas signé ces communiqués. Alors, ça pose certaines questions. Est-ce que le Canada utilise la question de abatement comme échappatoire, où on souhaite sincèrement avoir une définition robuste basée sur la science? Ce n'est pas ce que son absence à la coalition sur une action ambitieuse nous démontre. Je vais mettre le lien dans le chat sur ces déclarations. Merci beaucoup, Caroline. Est-ce que d'autres panélistes ont d'autres choses à ajouter ou non? Sinon, Valérie, est-ce que vous avez une question de suivi? Oui, tant qu'à être au micro. Par rapport à notre cible d'ici 2030 au Canada, les rapports nous le montrent, puis même le gouvernement le reconnaît que selon les projections, il ne sera pas capable de faire mieux que 34 de réduction des émissions. Donc, je me demande, est-ce que le Canada, très largement, peut se présenter à Dubaï la tête haute, sachant qu'on va y faire le bilan? Depuis 2015, est-ce qu'au chapitre, je ne sais pas, du développement des énergies renouvelables, de l'amélioration de l'efficacité énergétique, est-ce que les avancées sont suffisantes pour bien faire paraître le Canada à la COP? Merci pour la question. Peut-être je vais le diriger encore une fois à Caroline et si d'autres veulent y ajouter, vous pouvez aussi. Il y a un rapport, Implementation Gap, l'écart de mise en œuvre qui a été publié la semaine dernière et qui nous dit, en fait, en termes de mise en œuvre des promesses climatiques, où en est non seulement le monde, mais les pays individuels. Le Canada, depuis la signature de l'accord de Paris, a fait des progrès historiques qui sont également insuffisants. Et c'est ça, la réalité de travailler sur l'action climatique en 2023, c'est que l'action peut être à la fois historique et insuffisante. Et dans le cas du Canada, ce que le rapport sur l'écart d'implantation nous dit, c'est qu'entre l'implantation, entre ses objectifs et ce qui se matérialise sur le terrain, il y a 27 d'écart. Et le Canada est parmi les pays pour lesquels cet écart est le plus grand. Donc, je pense qu'il y a une façon très évidente que le Canada peut combler cet écart et c'est en s'attaquant aux émissions du secteur pétrolier et gazier, le secteur qui compte pour la plus large part des émissions du Canada et ces émissions qui continuent d'augmenter. On parle d'une augmentation de 88 % depuis 1990, alors que d'autres secteurs réduisent leurs émissions. Donc, ça serait une bonne façon pour le Canada de démontrer en toute humilité qu'il a compris, en fait, qu'il participe à l'effort mondial pour combler l'écart. Merci, Caro. Patrick, est-ce que tu veux dire? Peut-être rappeler que ce rapport-là de l'ONU a été publié il y a à peine quelques jours là, et c'est très clair là, que le Canada a la pire performance suivie des États-Unis au niveau international. Et ce n'est pas le premier rapport. Là, si on regarde le German Watch qui publie les efforts des pays de manière annuelle, le Canada se situe
toujours dans le fond du baril en termes de performance. Et il faut la voir globale, cette performance-là. Caroline a bien souligné en effet l'éléphant dans la pièce, là, qui est le secteur pétrolier gazier, qui n'est pas en voie en fait, il n'y a même pas de réglementation encore. Donc, on s'attend à ce que le gouvernement dépose ce dit framework ou le cadre qu'il doit déposer, qu'il s'est engagé à déposer avant la fin de l'année. Il l'a réitéré lors du sommet de M. Guterres de l'ambition climatique à New York. Il allait présenter un cadre et la réglementation même à l'époque. Et là, M. Guilbeault s'est fait questionner en chambre, ne s'est pas engagé à présenter ce cadre-là avant la COP ou pendant la COP, à tout le moins avant la fin de la COP. Il faut qu'on ait justement l'ampleur de l'ambition qui va être imposée au secteur pétrolier et gazier. Donc, on veut savoir quels seront les efforts qui seront requis de la part de ce secteur-là, mais aussi quel genre de réglementation sera en place où on ne veut pas avoir des échappatoires. Il y en a plusieurs là, qui pourraient se pointer. Mais ça, c'est le secteur pétrolier-gazier. Mais si on regarde l'ensemble des autres secteurs, évidemment, au niveau transport, la contribution, les cibles visées en transport sont insuffisantes. Donc, l'ensemble de l'œuvre n'y arrive pas. Et encore une fois, cette cible-là, quand on regarde la cible qui est moins ambitieuse que celle des États-Unis pour le Canada, entre autres, mais c'est loin d'être à la hauteur de ce qu'exige le GIEC d'un point de vue global. On parle d'une réduction de près de moitié là, des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ça, c'est au niveau mondial. Et le Canada, il y a également le même exercice qui a été fait par le Réseau Action Climat Canada pour identifier la juste part du Canada. Et cette juste part, elle est évidemment beaucoup plus élevée que la cible actuelle. La juste part a été fixée sur la base d'études scientifiques à 60% ou au moins 60% de réduction, alors que la cible actuelle ne vise pas ça du tout. Donc, c'est non seulement d'avoir un plan insuffisant, d'avoir des trous dans ce plan-là, le problème, mais c'est aussi qu'on est loin d'avoir le niveau d'ambition requis. Et ça ralentit l'action internationale, alors que les pays développés comme le Canada doivent assumer le leadership, tel que le prévoit entre autres l'accord de Paris avec les principes d'équité, justice, de responsabilité commune et différenciée, etc. Merci, Patrick. Anne-Céline? Oui, puis j'ajouterais aussi peut-être sur le niveau d'ambition en lien avec le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier. On a aussi un rapport qui est sorti hier, celui de l'Agence internationale de l'énergie, qui est très clair aussi. C'est que si on veut rester sur la trajectoire du 1,5 degré Celsius, il faut absolument que le secteur réduise ses émissions de minimalement 60% d'ici 2030. Donc oui, il faut absolument une réglementation sur le plafonnement, mais il ne faut pas un plafond pour un plafond. Il faut que son niveau d'ambition soit à la hauteur de ce que la science préconise. Donc il faut que la cible du plafonnement et de la réduction pour 2030 s'aligne sur ce 60% aussi. Or, on sait que présentement, dans le plan de réduction des émissions 2030 du Canada, la cible pour le secteur identifiée par le gouvernement est à peine de 31% et en deçà même de tout ce que les autres secteurs doivent faire. Donc, en regard de la responsabilité particulière de ce secteur-là dans la crise climatique, alors qu'il est le responsable, que c'est des compagnies milliardaires qui préfèrent depuis des années mettre leur argent dans la désinformation et dans le lobbying pour éviter une réglementation ambitieuse, justement, il est vraiment temps de mettre cette industrie au pas et le signal envoyé par le Canada en ce sens doit être très clair et très fort. Merci beaucoup, Anne-Céline. Est-ce qu'il y en a d'autres questions des médias ici? Ben, sinon, on peut terminer. J'invite les panélistes s'ils ont des dernières pensées à partager avant qu'on part, de faire cela maintenant. Et vous pouvez aller sur le micro. Je voulais juste noter, le réseau Action Climat va avoir une délégation sur place à la COP, mais je tiens aussi à mentionner que notre collègue Alex Cool-Fergus, qui est la directrice des politiques nationales, elle reste bien présente à Ottawa. Donc, s'il y a des besoins de savoir ce qui se passe sur la colline, ça bouge beaucoup ces temps-ci. Alex est à votre disposition et n'hésitez pas à contacter Vicky, moi ou Leila, on vous transmettra
mettra son contact également. Peut-être aussi préciser que, vous me direz, là, Caroline, là, quand elle sera envoyée, là, mais le réseau va aussi produire sa note de breuvage, là, donc les visées, les demandes au gouvernement, enfin, au gouvernement de la planète en général, ce que doit faire aussi le Canada. Et on fait le même exercice, évidemment, on collabore là-dessus, là. Même exercice de notre côté aussi. Donc, vous allez avoir à votre disponibilité dans les prochains jours avant la COP, là, ces documents. Greenpeace en produit un aussi au niveau international, mais on a une version canadienne là, qui reprennent entre autres nos attentes et qu'est-ce qu'on exige et quels sont les grands enjeux en lien avec ces conférences-là. Ou cette conférence, pardon. Oui, merci pour le rappel, Patrick. On va envoyer la note de préfage du Réseau Action Climat toute la semaine prochaine. Alors, attendez-le. Anne-Céline ou Léla, est-ce que vous avez des derniers mots? Non, ça va. Super. Alors, merci encore de nous rejoindre pour ce premier session de préfage francophone avant la COP. Merci beaucoup de votre question et au loin de la COP, n'hésitez pas à nous contacter quand vous voulez faire des entrevues, quand vous avez des questions. On va essayer de vous tenir informés autant que possible. Merci encore et bonne journée.